Donc, vous me connaissez déjà, voilà. Donc, il suffit de considérer une fonction qui est CPU band, typiquement Fibonacci. On remarquera au passage que j'ai pas fait une version récursive. Donc, je définis une première exécution séquentielle. Donc, finalement, on va évaluer un certain nombre de termes de la suite de Fibonacci. Ça, c'est une version donc monothreadée. Et ensuite, je définis une version multithreadée. Donc là, concrètement, je vais avoir deux threads. Je vais calculer les nombres impairs dans un thread et les nombres pairs dans l'autre. Et donc ensuite, je vais vous montrer le benchmark des deux solutions. Donc, d'après vous, qui est-ce qui est le plus rapide? Bon, si c'était la version multithreadée, je serais pas là. Donc c'est effectivement la version multithreadée qui est la plus lente. On peut remarquer que là sur ma petite machine, elle est plus lente d'environ 6 secondes. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est que la version multithreadée passe beaucoup plus de temps dans des appels système. Pourquoi donc la version multithreadée est-elle plus lente dans le code de Fibonacci? Et bien là, tout simplement, vous venez de vous prendre le GIL et dans Python, donc dans l'implémentation de Python que vous utilisez tous les jours, à savoir CPython, il n'y a qu'un seul thread qui peut exécuter du code Python à la fois. Donc tout thread qui appelle CPython doit avoir en sa position le GIL, que ce soit pour allouer ou désallouer un objet, interagir avec un objet Python ou exécuter du bytecode Python. Alors pourquoi on a besoin d'alloc finalement quand on implémente un langage de programmation en C? Finalement, pour répondre à cette question, il faut se demander qu'est-ce qu'un thread et qu'est-ce que ça fait. Un thread, c'est un fil d'exécution qui s'exécute dans le contexte d'un processus. Ce thread partage avec les autres threads les ressources du système et aussi la mémoire. L'espace mémoire qui est alloué au processeur est partagé par tous les threads. Donc quand je dis que les threads partagent l'espace mémoire, ça veut dire qu'en même temps, potentiellement, vous pouvez avoir de l'écriture et la lecture au même moment par 2 ou plus de threads. Et donc ça, c'est dangereux, c'est évidemment un problème. Et il me faut un exemple assez simple pour vous en convaincre. Vous prenez une liste chaînée avec 4 nœuds et vous vous dites, moi j'ai un thread numéro 1 qui va effacer le nœud i et un thread numéro 2 qui va effacer le nœud i plus 1. Donc ces deux threads effectuent cette opération en même temps et à la fin de l'opération, vous vous rendez compte que votre liste chaînée, elle a toujours 3 éléments alors que vous vouliez supprimer 2 nœuds. Donc ça montre que le code concurrent, quand il n'y a pas de mécanisme d'exclusion mutuelle, c'est-à-dire qu'on fait les opérations les unes après les autres, n'est pas toujours valide et elle n'est pas valide sous les conditions qui sont liées finalement à l'ordre d'exécution des événements et donc c'est extrêmement difficile à débugger. Donc quand vous implémentez un langage et que vous voulez qu'il soit concurrent, il faut que vous mettiez en place des mécanismes que j'ai cités avant, c'est des mécanismes d'exclusion mutuelle. Et mettre en place ces mécanismes à base donc de sémaphores, de lock, etc. C'est difficile parce qu'on peut avoir des situations de deadlock, ça peut dire que vous pouvez avoir un thread qui attend qu'un autre thread est fini qui lui-même attend un thread, donc finalement votre ordinateur ne fait rien. Vous pouvez avoir le souci inverse, c'est que y a des threads qui vont passer vite pour d'autres et finalement ils ont rien à faire, donc vous perdez du temps pour rien. Et puis vous pouvez avoir des problèmes d'inversion de priorité, ça veut dire que des threads qui vous voudriez qu'ils soient exécutés en premier passent après des threads de priorité inférieure. Et puis forcément ça augmente la latence. Donc dans les années 90, on implémente Python, on a trouvé une solution beaucoup plus simple. On a dit, s'il n'y a qu'un seul thread qui peut exécuter du code à un seul moment, on n'aura pas de deadlock. Et c'est ce qu'il dit très bien dans un talk, le Hastings, il y a pas plus d'une semaine, il était à EuroPython et c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était fort content de cette solution, parce que si on se remet dans le contexte de l'implémentation de CPython, donc au début des années 90, il faut savoir que d'une part, la loi de Moore est toujours valide,
Donc ça veut dire que si on veut, à l'époque, si on voulait que l'exécution de son programme aille plus vite, finalement, il suffisait d'attendre, puisque tous les 18 à 24 mois, selon Moore, vous aviez le nombre de vos transistors dans votre processeur qui doublait. Donc finalement, si c'est trop lent aujourd'hui, bah, il suffisait d'attendre demain. Et le deuxième point, c'est que alors le parallélisme, oui, ça existait, principalement dans des supercalculateurs, et c'était déjà un sujet d'étude, puisque Dijkstra travaille sur la parallélisation dès 1960. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien, le premier processeur multicœur grand public en x86, c'est seulement 2004. Donc les gens qui implémentent le GIL dans CPython en sont conscients, mais pensent qu'ils peuvent faire avec. Donc la loi de Moore. Et ils ont raison, ils ont quelque part, je leur donne raison, enfin, si je peux me permettre de leur donner raison, parce que CPython, finalement, quand vous vous dites il n'y a qu'un seul thread au même moment dans tout le code, il est beaucoup plus facile à implémenter. Donc le langage qu'on connaît aujourd'hui, il a évolué vite grâce au GIL, et toutes les extensions qu'on connaît à Python, c'est aussi grâce à cette facilité d'implémentation. Donc Python est connu pour être le langage avec batteries included, c'est sûrement grâce au GIL. Alors, comment ça fonctionne exactement? Là, on prend le modèle d'exécution d'un thread qui fait de l'I.O. Donc, quand vous faites de l'I.O., donc un appel type réseau ou file system principalement, vous allez attendre. Et donc, votre OS, il va décider de passer la main à notre thread. Donc là, sur ce diagramme, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, vous avez un thread 1 qui est en train de s'exécuter jusqu'à temps de faire une I.O. Donc à ce moment-là, il relâche le GIL et un autre thread l'acquiert et ainsi de suite. Donc finalement, vous avez une espèce de coopération entre les threads. Et donc du coup, l'exemple suivant où d'un côté, vous fetchez des pages de manière séquentielle, ou de l'autre de manière multithreadée. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me crée un pool de 4 threads. Je me crée donc dans ces 4 threads, je vais avoir un petit worker qui va pooler une file et qui va exécuter les jumps que je lui donne. Et voilà. Et à la fin, donc à la fin, je peuple ma file et j'attends que tout ce monde-là ait travaillé. Si je compare les temps d'exécution, cette fois-ci, j'ai ma version multithreadée qui est bien plus rapide que ma version séquentielle, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'un thread a fait sa requête HTTP, donc un appel bloquant, l'OS a donné la main au thread suivant, et finalement, contrairement à l'exécution séquentielle, où finalement vous avez une requête HTTP, j'ai attendu une deuxième, finalement vous avez envoyé vos quatre requêtes HTTP, et vous avez attendu leur résultat, qui explique qu'on aille plus ou moins 3 fois plus vite dans ce cas-ci. Donc, vous allez me dire, mais tous mes threads ne font pas forcément des appels bloquants. Effectivement, et donc il y a un autre mécanisme qui est mis en place dans CPython, c'est un check qui est réalisé tous les 100 ticks. Donc un tick correspond à plus ou moins une instruction du bytecode Python. Donc tous les 100 ticks, votre thread s'interrompt et relâche le GIL, et le reprend éventuellement ou passe la main à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est valable seulement quand vous êtes dans du Python, dans du code Python pur. Si vous écrivez demain une extension CPython, c'est vous-même qui allez acquérir le GIL, et qui allez le relâcher. Non, en fait, il y a encore 3 jours, je disais le GIL, et puis j'ai vu des présentations sur YouTube et ils disent tous le GIL, du coup, je sais plus trop me mettre, quoi. Donc voilà, typiquement là, l'exécution d'un modèle CPU band. Donc là, il n'y a qu'un seul thread. S'il y avait plusieurs threads, il se passerait la main. Théoriquement. Donc enlever le GIL, c'est un débat qui revient fréquemment au sein de la communauté Python. Ça implique quand même de changer toute la PIC et ça implique aussi de passer un temps sur le développement beaucoup plus important puisque vous avez tous les problèmes que j'ai évoqués précédemment concernant la programmation concurrente. Donc si demain on enlève le GIL, on donne peut-être naissance à Python 4. Tout en sachant que tous les jours je fais encore du Python 2.7. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez faire du parallélisme toujours en faisant du Python, vous avez principalement 2 solutions. Soit vous faites du multiprocessing, donc c'est-à-dire que c'est plus ou moins le même principe, sauf que vous le faites dans des processus, et ça a quand même quelques inconvénients.
Notamment, il faut que tous les objets que vous allez passer entre vos processus soient piclables. Et le deuxième inconvénient, et voilà, vous devez mettre en place tout ce qu'on appelle les communications, tout ce qui est IPC, communication interprocess, qui sont forcément moins évidents que dans des threads quand toutes les variables sont partagées. Vous avez une deuxième solution, c'est vous écrivez vous-même votre extension CPython, vous prenez le guide, vous prenez vos données, vous le relâchez, vous faites vos trucs en C et vous gérez vous-même la concurrence, et puis quand vous êtes prêt à rendre le résultat, vous reprenez le guide et vous rendez votre résultat. C'est ce que vous faites tous les jours si vous faites du NumPy ou du SciPy. Là, effectivement, votre code est parallélisé, mais à un bas niveau. Donc, comme je disais, CPython, finalement, c'est une implémentation de Python. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui n'ont pas le guide, à savoir Jython, donc qui est exécuté sur la JVM, ou ARN-Python. Donc, ma présentation s'achève ici. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille les excellentes présentations de David Bisley. Sur son site, il y a deux excellentes présentations qui vont vraiment beaucoup plus en profondeur. Il y a aussi un talk d'environ 60 minutes qui est sur YouTube. J'ai pas eu le temps de parcourir, d'aborder tout ce qui est comment finalement le guild, comment un thread est averti de la release du guild par un autre. En fait, tout ça est fait à base de signaux Unix. Et c'est essentiellement ces signaux Unix qui donnent l'overhead que vous avez vu dans mon premier exemple, qui est de l'ordre de 3-4 secondes. Voilà. Bien sûr. Et du coup, sur Windows, tu sais comment ça fonctionne pour Est-ce que tu dis c'est des signaux Unix sous Unix Non, oui, effectivement, sous Windows, je me suis pas intéressé. Ce que je peux dire sur Windows, c'est que créer un processus sous Windows, ça coûte vraiment beaucoup plus cher qu'un thread, donc on est encore plus embêté. À part ça, je peux pas vous dire. Si je peux vous donner une nugget, c'est que Ruby aussi a son guild. Voilà. Et ParallelPython, ParallelPy. Comment? Il y a une autre librairie qui s'appelle ParallelPy aussi, je crois. Je m'y suis pas intéressé, je connais pas. Voilà, ça marche comme multiprocessing, mais c'est un peu plus léger et il y a moins d'interaction entre les différents process. D'accord. Et ça scale plus en termes de multicore que multiprocess en fait, qui est plus lent, notamment dans les temps de forking en fait. D'accord. En fait, nous chez TinyClues, on a un problème, c'est que on fait aussi du multiprocessing par la force des choses, et quand vous utilisez des objets de grosse taille, vous avez un autre problème avec Python, c'est que vous avez votre compteur, il y a un compteur de référence, et du coup, à chaque fois que vous copiez un objet dans un process, vous êtes obligé de copier l'intégralité de l'objet, ce qui fait que vous avez un énorme devoir de copie dans un sens puis dans l'autre quand vous faites du multiprocessing sur des gros objets. Donc si demain vous décidez de faire du multiprocessing, ce sera bien sur des objets de taille moyenne, et ce sera beaucoup plus embêtant sur des objets de grosse taille, même si quand vous forquez, vous faites de la lecture seule. En faisant un memory map, ouais. Mais c'est difficile. Il y a aussi effectivement un IPC comme le memory map qui permet de résoudre ce problème, mais c'est pas facile non plus. Merci beaucoup. Je vous remercie.